nous sommes ici pour faire le point sur les alopécies androgénogénétiques, sur les scoops en cosmétique et en esthétique au niveau médical, mais également au niveau chirurgical. Et pour ce faire, nous accueillons Floridyle, donc, qui travaille au centre Saboureau, mais qui est également un cabinet à Amiens. Je suis médecin attaché au CHU d'Amiens. Au CHU d'Amiens. Et Jacques Smadja, qui est bien connu, qui travaille donc au centre Saboureau également et qui a un cabinet à Paris. Donc on va peut-être poser les premières questions. Donc on connaît bien les médicaments qu'on peut utiliser pour les alopécies androgénogénétiques, le minoxidil, le finastéride et les médicaments dérivés. Est-ce qu'il y a en matière d'utilisation de ces produits des nouveautés? Avant de passer aux nouvelles molécules, peut-être parler un petit peu des évolutions au niveau de l'utilisation ou des formes galéniques. Alors oui, sur le plan, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Sur le plan du minoxidil, il n'y a pas de modification très récente. Il y a la forme mousse qui est sortie il y a quelques années maintenant, qu'on peut proposer aux patients qui ne tolèrent pas bien la forme lotion. Donc sur le plan de des modalités d'application, il n'y a pas vraiment de modification. Sur le plan du finastéride, donc c'est la posologie optimale pour les hommes, enfin en tout cas l'AMM, c'est 1 mg, un comprimé par jour au long cours. Suite à des études de doses qui sont relativement anciennes quand même, qui datent de 99, on voit qu'en fait une dose de 0,2 mg par jour serait suffisante. Donc ce qu'on propose maintenant dans le schéma posologique, c'est un comprimé 3 fois par semaine, un comprimé le lundi, mercredi et vendredi, et augmenter éventuellement un comprimé par jour en cas d'absence d'efficacité à cette posologie. Voilà. Très bien, avec une tolérance qui vous semble améliorée. Enfin, c'était bien de tolérer de toute façon 1 mg jour. Voilà, 1 mg jour, c'est quand même relativement bien toléré. Les effets secondaires sont rares. Les patients déclarent quelques cas de gynécomastie, des douleurs testiculaires. Ils ont souvent très peur des effets secondaires sexuels, qui restent très, très rares, de l'ordre de 1 à 2%. Et on estime qu'à la dose de 1 mg 3 fois par semaine, ces effets secondaires sont d'autant plus exceptionnels. Ok, on n'est pas très loin du placebo pour les effets secondaires, oui. Je pense. On va peut-être parler un petit peu de chirurgie avant de repasser sur les nouvelles molécules. Avec plaisir. On vous écoute, je sais que vous avez plein de choses à nous dire. Alors, disons qu'au point de vue chirurgical, on reste toujours dans la greffe de cheveux avec les schémas classiques. La technique de la bandelette qui est toujours aussi valide comme technique que la nouvelle technique de FUE. Mais c'est vrai qu'au point de vue diffusion médiatique, la FUE passe par Internet et donc c'est très diffusé. Et aujourd'hui, c'est une technique qui prend le dessus par rapport à l'ancienne technique de la bandelette. Elle permet d'avoir des séances assez importantes maintenant avec des simples anesthésies locales. Il faut savoir qu'une séance, ça dure quand même une journée entière, voire 2 pour augmenter la densité. Et on arrive effectivement avec des tout petits punch de moins de 1 mm à faire des cicatrices qui sont quasiment invisibles au niveau de la zone de prélèvement. Mais malgré tout, le cheveu n'est pas recréé dans la greffe de cheveux. C'est ce qu'on explique aux patients, c'est qu'on ne peut pas créer de nouveaux cheveux. Et donc tout cheveu qui est retiré de cette zone-là va être réimplanté devant, mais on ne crée pas de nouveaux cheveux derrière. Et donc au bout de quelques séances, on dégarnit quand même cette zone donneuse et il y a un moment où les capacités sont limitées en fonction de chaque patient. Donc les techniques ont bien évolué, se sont bien affinées, on arrive à faire du travail vraiment de précision, je dirais, puisque les cheveux sont transférés d'unité folliculaire en unité folliculaire, et donc ça devient quasiment imperceptible de la part de l'entourage, avec des très bons résultats, des très bonnes densités. C'est vrai qu'au niveau cosmétique, on est très loin des cheveux de poupée qu'on voyait il y a quelques dizaines d'années. Oui. On a donc, vous nous aviez parlé aussi des cheveux artificiels. Ça nous semble très intéressant justement pour les personnes qui sont limitées en zone donneuse et également pour les personnes qui présentent, vous allez nous le confirmer, mais des alopécies cicatricielles où on est un peu coincé là aussi. Pour l'instant, quel recul on a sur ces techniques? Est-ce que la tolérance semble aussi bonne
que ce qui a l'air d'être allégué? Alors, c'est pas une nouvelle technique puisque le cheveu synthétique existait déjà. Il y a eu deux procédés qui sont sortis sur le marché il y a quelques années, une technologie italienne et une autre japonaise. Les deux ont donné malheureusement des mauvaises suites avec des effets secondaires à type de granulome, de surinfection et de rejet en fait. Et donc, c'était plus ou moins abandonné. Aujourd'hui, une nouvelle technologie vient de sortir avec des implants minuscules faits à base de nitinium, donc un matériel qui est très très bien supporté au niveau de l'organisme puisqu'on l'utilise dans les stents, donc c'est très très bien supporté. Le fil, c'est du nylon qu'on utilise en suture, donc c'est aussi très bien toléré. Et la miniaturisation du procédé permet peut-être d'avoir une bien meilleure tolérance. Aujourd'hui, le procédé est en cours de validation auprès des instances ministérielles pour avoir en tout cas le marquage CE. Je sais que le procédé est déjà validé dans les pays asiatiques, donc c'est déjà en train d'être diffusé dans ces pays-là. Et l'expérience que j'ai moi en tant qu'investigateur, donc ça fait 2 ans que j'utilise cette technique sur certains patients, avec un très bon résultat, très peu de réactions inflammatoires ou de surinfection. Les seules réactions qu'on a pu voir, c'est quelques rougeurs, éventuellement des démangeaisons, mais pas grand-chose, ou en tout cas ça passait assez rapidement avec des traitements légers. Par contre, au niveau des indications, pour l'instant, on était assez limité et on se contentait de poser cette indication sur certaines patientes, en particulier les femmes qui ont des alopécies très diffuses avec une atteinte de la zone donneuse justement. Et donc on a des très bons résultats. Le cheveu synthétique se mêle tout à fait bien aux cheveux naturels qui existaient chez la patiente auparavant. Et donc on a des très bons résultats avec ça. Le recul, il est de 1 an et demi, 2 ans pour certains patients, avec toujours un aussi bon résultat. Mais bien sûr, c'est avec le temps qu'on aura peut-être un meilleur recul sur ce procédé-là. Mais ça semble tout à fait prometteur et on attend avec impatience le marquage CE pour pouvoir le faire en vrai sur plusieurs types d'indications. C'est vrai que peut-être sur les alopécies cicatricielles, alors là, oui, la zone donneuse, oui. la zone réceptive est quand même altérée. Et ce serait peut-être plus difficile, mais bon, alors, ça c'est probablement à vérifier. Vous avez peut-être fait quelques cas quand même pour alors voir. Sur ces alopécies cicatricielles, on est un petit peu embêté parce que la greffe de cheveux classique n'est pas une bonne indication, puisqu'il y a une réaction par rapport aux cheveux et à la tige pilaire, donc on a aussi cette réaction avec les greffons qu'on implante. Donc c'est pas une bonne technique et le plus souvent les patients ne sont pas des bonnes indications, sauf si vraiment l'alopécie cicatricielle, le phénomène inflammatoire est stabilisé pendant plusieurs années sans traitement, etc. Donc ce n'était pas une bonne indication de la greffe de cheveux. Le procédé de ces cheveux synthétiques, on est un peu refroidi parce qu'on sait qu'il y a un phénomène inflammatoire qui peut peut-être se développer sur ces cheveux synthétiques aussi et provoquer des rejets prématurés par rapport à ce matériel étranger. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'essai encore vraiment notable avec cette technologie. C'est en cours de validation, mais je n'ai pas assez de recul pour vous en parler. Peut-être que ça peut être intéressant, effectivement, si la tolérance est bonne avec ce matériel. Oui. Très bien, merci beaucoup. Je me retourne vers toi à nouveau. En ce qui concerne les nouvelles molécules, on parle beaucoup des inhibiteurs de JAK, mais beaucoup d'autres molécules également, avec des essais cliniques pour certains en cours, peut-être un développement de formes topiques pour des traitements qui, par voie systémique, seraient un peu délétères. Donc, je voulais savoir si tu pouvais nous faire un petit point là-dessus. Oui, alors les anti-JAK représentent une bonne alternative, un espoir dans le traitement de la pelade. Les anti-JAK ont montré des cas de repousse importantes et encourageantes chez des patients qui étaient traités pour diverses pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde ou des thrombocytémies, mais avec des effets secondaires systémiques qui étaient assez sévères, notamment des cas d'infection, tuberculose, infection respiratoire. Et donc probablement que ces traitements vont être plutôt utilisés sous forme topique. Donc les études restent à être réalisées avec différents dosages et différentes molécules. Notamment, donc il y a une étude qui va démarrer au centre Saboureau pour la forme topique d'une de ces 3 molécules dans la pelade. On sera en attente. Donc, et pour l'alopécie androgénogénétique, est-ce que tu as des voies,
Dans l'alopécie androgénétique, on n'a pas de nouvelles extraordinaires sur le plan thérapeutique. Alors il y a le dutastéride chez l'homme qui semble montrer des résultats discrètement supérieurs au finastéride, mais avec une tolérance, des effets secondaires d'ordre sexuel un peu plus importants, avec une demi-vie plus longue, donc parfois des effets secondaires qui persistent plus longtemps après l'arrêt du traitement. Mais ça reste une alternative éventuellement au finastéride. Chez la femme, ce médicament ne doit pas être utilisé puisqu'il est tératogène et que la demi-vie est longue, ce qui le rend assez dangereux. Et puis, il y a les analogues des prostaglandines qui sont actuellement à l'étude sous forme topique à différents dosages, mais pour l'instant, les résultats sont modérés avec des concentrations qui doivent être très élevées et qui entraînent des réactions d'érythème, d'irritation. Donc voilà, il y a pas mal d'études en cours et des résultats en attente. Très bien, donc ça nous ouvre beaucoup de perspectives. Est-ce que maintenant on peut essayer de peut-être placer le médical, le chirurgical, à qui on s'adresse prioritairement en fonction de l'évolution, de la demande des patients, de ce qu'ils ont déjà eu, de ce qu'ils vous demandent, de leurs fantasmes parfois? Alors c'est un sujet un peu complexe parce qu'à chaque âge correspond une demande et un état d'esprit, je dirais, qui peut se prêter à l'une ou l'autre des techniques. Mais le principe qu'on a aujourd'hui, en tout cas dans le domaine chirurgical de la greffe de cheveux, c'est qu'il faut prendre aussi en compte le côté médical. Et donc aujourd'hui, un patient qui vient me voir pour une greffe de cheveux, quel que soit son âge, je vais lui préconiser d'associer malgré tout un traitement médical, soit qu'il l'a déjà eu et on vérifie si c'est effectivement le traitement qui lui convient, soit lui proposer un traitement qu'il n'a jamais eu, comme le minoxidil ou le finastéride. Ça permet d'accompagner un peu le traitement chirurgical, enfin la greffe de cheveux, dans l'amélioration du résultat qu'on va avoir, mais aussi dans la pérennité de ce résultat. Et ça, je crois que les patients l'ont bien compris aujourd'hui, c'est pas que la greffe de cheveux ou que le traitement médical, il faut aujourd'hui cumuler les deux. Donc ça, c'est un peu le côté intéressant qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut effectivement proposer un schéma thérapeutique sur de longues années aux patients et non pas leur dire voilà, on va faire une greffe et ça sera terminé, parce qu'on sait bien que l'alopécie va continuer à évoluer et que la densité va se détériorer au fur et à mesure des années. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut absolument proposer l'éventail thérapeutique, médical et chirurgical aux patients, auxquels on peut rajouter maintenant ces nouveaux procédés physiques comme la LLT, Low Level Laser Therapy, qui permet aujourd'hui par des expositions photoniques à base de diode de provoquer une régénérescence cellulaire et donc d'améliorer la repousse des cheveux. Donc il y a ce procédé-là. Il y a aussi le PRP qui a montré certaines efficacités, mais peut-être pas suffisamment au niveau scientifique. Qui est difficile aussi c'est déjà plus difficile à mettre en œuvre, puisque les kits sont complètement différents, avec des techniques un peu différentes de centrifugation. Mais je pense que ça viendra à l'avenir. Et je crois qu'on a plusieurs technologies comme ça qui vont s'additionner un petit peu à tout le panel qu'on a aujourd'hui, médicaux et chirurgical, sur ces patients. Très bien. Et donc, dans le centre Saboureau, vous avez aussi des études en cours avec les LED, les lasers de basse énergie? Non, malheureusement, on n'a pas de technologie laser encore à Saboureau. On reste dans le médical pur. Okay. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les deux pour cet éclairage sur l'alopécie androgéno-génétique et les possibilités thérapeutiques et les traitements d'avenir. Merci à tous les deux. Merci.